qu'est-ce qu'il y avait comme bois dans le Morvan? Ça, c'est la bonne question. Le flottage, en fait, c'était du bois de chauffage, donc c'était du hêtre, c'était du chêne, c'était en aucun cas du résineux, puisque le résineux, ce n'est ni le climat, ni la géologie, ni l'histoire donc, mais c'est un climat humide, ni l'altitude même, de toute façon pour le Morvan, qui convenait au résineux. Donc il y avait quelques sapins pectinés, il y avait quelques sapins, mais de toute façon, en plus, l'industrie du bois faisait qu'on avait tout intérêt à laisser des parcelles de régénération et à faire en sorte que ce soit pérenne, que cette industrie perdure. Et effectivement, il y a eu charbon après, au milieu du 19e, et ça a fait foirer les projets des Morvandiaux sur le bois. Donc, malgré tout, quand on dit que le Morvan était mal géré, c'est pas du tout. En fait, il était malgré tout, il y avait des projets. La preuve, c'est que le bois qu'on vend maintenant, c'est le bois qui a 200 ans. Ça veut dire qu'en 1800, on faisait attention à sa forêt. Donc, quand on nous dit, et ça, c'est du bois qui part maintenant en quantité, en Chine, etc. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, dans le Morvan, pas de résineux. Dans le 19e siècle, à la fin du flottage, il y a eu quelques tentatives. Le Douglas, alors, en France, on trouve de l'épicéa. Dans le Morvan, on trouve de l'épicéa, du mélèze, du sapin pectiné et évidemment du Douglas. Douglas qui vient des États-Unis, qui a été importé par un Anglais qui s'appelait Douglas. Et de son vrai nom, c'est pseudo truc mouche, je sais pas quoi, peu importe. Mais en tout cas, le Douglas, c'est pas du tout une espèce qu'on trouvait ici. Et il a commencé à être un tout petit peu essayé à la fin du 19e, je crois, etc. Et jusqu'aux années 50, la forêt morvandaise s'est plus ou moins régénérée, mais l'industrialisation, la productivité a fait qu'on a commencé à planter du Douglas. Donc le gouvernement a subventionné le Douglas, a subventionné le résineux en tout cas. Mais donc, qu'est-ce que c'est qu'un résineux? Peut-être un résineux, c'est un arbre qui s'oppose au feuillu, parce que le feuillu a des feuilles, et le résineux, il a de la résine, mais c'est pas seulement. Le feuillu a de la sève qui circule dans son tronc, et le résineux a une résine qui est beaucoup plus statique. On n'a pas du tout les mêmes canaux de transport. Donc le résineux, c'est un conifère par sa forme, mais conifère parce qu'il porte des cônes, donc des cônes qui portent les graines. Et donc ces feuilles sont en fait des aiguilles. Les aiguilles je vais vite, mais je passe d'un truc à l'autre, mais les aiguilles du sapin, du conifère, donc je répète, épicéa, Douglas, mélèze et sapin pectiné, pour ceux qui nous concernent ici, les aiguilles ont une durée de vie de 5 à 11 ans, je crois. Donc en fait, le feuillage caduc, ça veut dire qu'il tombe chaque année. Ça enrichit le sol. Mais comme les aiguilles de sapin sont beaucoup plus durables, en fait, on n'a pas du tout le même amendement du sol, on n'a pas le même apport de nutriments. Donc mettre du sapin dans les sols, c'est changer complètement la nourriture même du sol, et c'est impacter ce qui pourra pousser ultérieurement. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que les feuilles sur le tapis forestier, c'est la nourriture de la forêt. Tous les nutriments se trouvent dans les feuilles. Et retirer les feuilles, on avait d'ailleurs quelque chose d'intéressant là-dessus, c'est faire mourir la forêt qui petit à petit perd de l'énergie, produit moins de feuilles, etc. C'est ce qui se passe en fait un petit peu aussi en ce moment, puisque les arbres ont quand même beaucoup moins de feuilles qu'auparavant. Donc, si vous avez bien compris, le résineux n'avait rien à faire dans le Morvan. Donc pourquoi les arbres ont beaucoup moins de feuilles Là, il y a des problèmes climatiques, il y a des problèmes à tout point de vue, et il y a de toute façon le couvert, l'expert, un des plus compétents, on constate quand même qu'il y a un couvert de feuillage qui s'amenuise par rapport à ce qu'on a connu par le passé, et pour différentes raisons. Okay. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça c'est pour le résineux. Et alors du coup, qu'est-ce que c'est une forêt? Une forêt, c'est pas une plantation de résineux, en aucun cas, parce que sous les résineux, donc on a ce truc d'aiguille, on a une forêt sombre, sans vie, parce qu'il n'y a pas de biodiversité. On a des arbres qui sont alignés, mais ça n'a rien à voir avec une forêt. Ou à ce moment-là, un champ de pylônes à Villejuste, c'est une forêt. Ou alors un cimetière militaire avec toutes les croix, c'est une forêt, moi je veux bien. Mais un champ de Douglas, c'est un champ. Ça n'a rien à voir. Donc quand la filière bois vous dit la forêt augmente en France, c'est archi faux. C'est la plantation de résineux qui augmente. Ça, c'est sûr et certain. En aucun cas la forêt. Il n'y a rien à bouffer pour le gibier. Il n'y a pas une faine de hêtre, il n'y a pas de...
il n'y a pas de glands, etc. Donc regardez le temps des forêts, vous vous baladez dans une forêt de résineux, il n'y a pas un son, c'est le silence, il n'y a même pas d'oiseaux. Parce qu'ils nous laissent ça, et vous allez en voir sans doute cet après-midi, mais une forêt de résineux, c'est la mort complète, quoi. C'est vraiment... et donc le Morvan, alors c'est une catastrophe au niveau du paysage, au niveau du tourisme, au niveau des cours d'eau, au niveau, évidemment, biodiversité, ça va de soi. Enfin, je vais énumérer les choses, il faut que j'aille vite, c'est quand même pas facile. Donc une forêt en tout cas, c'est pas une plantation de sapins. On parle de forêt multifonctionnelle, c'est le mot qu'il faut toujours placer quand on parle de forêt. Si j'ai placé, je vais le redire plusieurs fois, et j'aurai un 40 barres. Multifonctionnalité, en gros, qui est contestée par la filière bois, parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de multifonctionnalité. Ils disent non, on fait du bois pour vendre du bois. Ça, c'est la fonction de la forêt. Pas du tout. La forêt, elle abrite effectivement une biodiversité. Elle a une fonction de protection, et évidemment un rôle par rapport au climat, un rôle de loisir pour la population, etc. etc. C'est-à-dire que, évidemment, que la forêt est un patrimoine riche et extrêmement... c'est un système vivant, et en aucun cas une marchandise comme prétendument... comme le prétend la filière. Et donc voilà, nous on a perdu, dans le Morvan, on a perdu 50% de notre forêt. Alors évidemment, il y a des prés aussi qui ont été, il y a une désemprise agricole qui a fait qu'on a mis du sapin, donc du Douglas, et puis des sapins de Noël. N'achetez pas de sapin de Noël, décorez une branche, etc. C'est vraiment le sapin de Noël, petit sacrifice, crucifier un arbre pour faire la fête. Franchement, on le fait déjà avec les poulardes, etc. C'est pas la peine de le faire pour un arbre, et en plus c'est couillon et moche. Et là, regardez les décorations, etc. En tout cas, le sapin de Noël, il nous infeste aussi, et il a un autre inconvénient, c'est qu'on l'arrose de glyphosate, et de machin, etc. Donc, sapin de Noël, c'est très bien, ça fait vivre aussi un petit peu le Morvan, mais c'est une saloperie, et on pourrait s'en passer. Et en plus, c'est un manque de respect total pour l'arbre. C'est-à-dire que, voilà les gosses, regardez, le petit Jésus, on le crucifie, on y met des boules et tout ça sur la croix. C'est ça, enfin, il n'y a aucun respect pour l'arbre. Après, on le balance et il traîne dans les caniveaux. C'est une horreur, c'est une horreur. Pour moi, culturellement, le sapin de Noël, c'est une critique des monstres. Où j'en étais, dans les années 50, donc subvention, 70, la filière bois s'est hyper structurée, a encore eu plus de subventions, donc les investisseurs étaient déjà là, mais alors là, ça a décuplé parce que la forêt est devenue un coffre-fort avec des avantages fiscaux sur le fait de transmettre les biens, etc. Et mécanisation, ultra-mécanisation, qui a continué jusque tempête de 99, plein de bois par terre. Donc la filière s'est encore plus resserrée, a resserré les coudes, hyper structurée. Donc du coup les exportations en Chine, etc. ont décuplé, et du coup les cargos chinois qui nous amenaient des saloperies en plastoc, et ben, ils repartaient avec des grumes de bois, ce qui est toujours le cas, hein. C'est pour ça que le cours du chêne est aussi élevé, il ne sera jamais aussi élevé avec nos besoins. Donc c'est cette mondialisation avec un trajet en cargo de la France à la Chine qui ne coûte rien. C'est-à-dire que, puisque les cargos sont vides, autant qu'on mette du bois, et donc ils le transforment, et éventuellement ils nous ramènent des produits transformés. Ce qui fait que les scieries ont disparu aussi dans le coin, etc. Enfin voilà comment ça fonctionne. Donc on est dans de la disproportion. En fait, une des spécificités du Morvan, c'est pas tant le fait qu'il y ait des résineux, mais c'est le fait que c'est une des rares régions de France où on continue à transformer des forêts de feuillus en résineux. Parce qu'en fait, il y a des endroits où il y a plus de résineux, comme dans les Landes, où il y a toujours eu, etc. Et c'est encore plus industrialisé que chez nous. Ou dans le Limousin, où il y a pas mal de... C'est quand même très industrialisé aussi, mais là-bas, c'était des plantations directement. Et nous, il y a eu un vrai remplacement de feuillus en résineux. Et c'est quand même vraiment la spécificité du lieu. Et alors, en fait, quand en termes de carbone, quand aujourd'hui on remplace des forêts de feuillus par du résineux via la coupe rase, c'est quand même totalement contre-productif, quoi. Parce que ça veut dire, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des coupes de feuillus, elles vont partir à la biomasse ou à des usages assez courts du bois, de la pâte à papier, des trucs comme ça, enfin des usages industriels le plus souvent. Donc ça veut dire qu'on va relâcher le carbone du bois assez rapidement. Donc on utilise la technique de la coupe rase, donc ça veut dire qu'il y a des engins qui vont passer sur tout l'ensemble de la coupe. C'est-à-dire qu'on va dessoucher, qu'on va faire des andins, ou mieux,
Des fois, on va même exporter les racines et les branches, les souches et les branches. Et donc, ça veut dire qu'on va relâcher l'essentiel du carbone du sol. Alors, il y a plus de carbone dans le sol que dans l'arbre. Dans une forêt normalement constituée, on va dire. Donc là, ça veut dire ce qu'on est en train de faire dans le Morvan. Quand on coupe des forêts de 200 ans, ça veut dire grosso modo, on relâche 200 ans de carbone de l'arbre, 200 ans de carbone du sol. Et ensuite, bon, je caricature un peu parce qu'il doit en rester un petit peu quand même dans le sol, et ensuite, on va replanter du Douglas, qu'on va couper de toute façon 30 ans après ou 40 ans après. Donc on va le couper au moment où il commence à rendre un petit peu d'éléments au sol, c'est-à-dire des branches qui commencent à tomber, etc. Et donc on va le recouper de toute façon avec une coupe rase, et donc ça veut dire que de toute façon on va réexporter le carbone du sol, etc. Et donc en fait c'est totalement contre-productif par rapport au changement climatique. Donc il y a un point qui est quand même fondamental, moi je pense, c'est qu'on devrait interdire de convertir des forêts de feuillus en résineux, quoi. Ça c'est le premier truc, et surtout avec la technique de la coupe rase. Bon après, sauf exception, maladie, je sais pas quoi, mais voilà. Encore que la maladie a bon dos, parce que chaque fois qu'on dit on va faire les arbres, ils ont le moindre petit truc, oh là, il faut tout couper, donc c'est le gros prétexte à chaque fois pour faire voilà. Et c'est un peu comme l'impasse sylvicole aussi, c'est le grand mot ça, l'impasse sylvicole. Alors à l'origine c'était un peu justement une sylviculture qui ne fonctionnait pas, mais en fait là c'est de l'impasse financière aujourd'hui. Dès que ça rapporte pas de fric, on coupe et on remplace par autre chose. C'est plus d'argent. Voilà. Donc je vais faire simple et rapide. Le programme national forêt-bois, tout le monde l'avait compris, c'était augmenter la production de bois. Donc de deux façons. La première façon, c'était d'aller chercher plus de bois en forêt, soi-disant qu'on a trop de bois et qu'on ne récolte pas assez. Donc je ne reviens pas sur l'étude IGM, ADEME, FCBA, si vous voulez on peut en parler, mais c'était la fameuse étude qui avait déterminé qu'on avait des potentialités encore en forêt. Et la deuxième façon de produire plus de bois, c'est d'augmenter la productivité. C'est donc pour l'avenir d'aller vers des essences plus productives, donc à croissance plus rapide, vers des structures plus mécanisables, et puis vers un abaissement des critères d'exploitabilité, c'est-à-dire couper plus vite, plus jeune, pour avoir plus de volume. Si on en écoute les forestiers, avoir plus de volume, il n'y a pas 36 solutions, c'est avoir des essences qui poussent plus vite et des amendements. Parce que sur un hectare de forêt, vous ne produirez pas plus de bois sans changer d'essence ou sans apporter des amendements, hein, donc il faut quand même se le dire. Donc à la suite de ce programme national forêt-bois, on a eu des déclinaisons régionales. Et donc moi j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu sur la déclinaison régionale pour la Bourgogne-Franche-Comté. Et donc en Bourgogne-Franche-Comté, ce qu'il faut savoir, c'est que cette déclinaison régionale donc, du programme forêt-bois a été fusionnée avec le contrat stratégique de développement de la filière. Donc c'est une option qui a fait que finalement on est parvenu à un document d'ordre économique, de mobilisation du bois et de développement de la filière, plus qu'un document équilibré entre la forêt et le bois. Et donc, on parlait très longtemps, je vais essayer de faire simple. Donc, sans surprise, donc l'idée c'est de produire plus de bois et de donner des moyens à la filière d'aller mobiliser ce bois. Donc ils sont partis non pas de l'estimation de la ressource qui aurait pu être faite avec les gestionnaires de terrain, donc qui connaissent les potentialités de la forêt. Ils ont estimé, je le dis à dessein, la consommation des entreprises de première transformation. Ils l'ont extrapolé avec un développement attendu dans les prochaines années et ils ont estimé que finalement c'est ça la production qu'on allait pouvoir faire. Et dans le cadre de cette étude-là, ils ont dissocié les résineux des feuillus. Et dans les résineux, ils ont dissocié, et c'est là que ça devient intéressant pour le moment, enfin malheureusement, ils ont dissocié les résineux de Franche-Comté et les résineux de Bourgogne. Sachant que quand on parle des résineux de Bourgogne, on parle des résineux essentiellement du Morvan, on ne va pas se mentir. Donc pour la Franche-Comté, qui a une histoire, où le résineux est quand même une essence beaucoup plus locale et beaucoup plus naturellement implantée, et qui a une histoire forestière un petit peu différente de celle du Morvan. Tout à l'heure, Jean-Claude nous expliquait que le Morvan, on a quand même fourni le bois.
le bois énergie, hein, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais c'était un petit peu ça. Donc on était quand même sur la surexploitation de taillis à assez courte révolution. Un peu comme les forêts du nord de la Côte d'Or ont été siphonnées pour les forges, etc. En Franche-Comté, on est plus sur une sylviculture de qualité, pour une production de qualité de bois d'œuvre, etc., avec un emploi de qualité et surtout avec encore une transformation locale. Donc ce modèle économique-là, j'insiste parce que j'aurais aimé qu'on transpose sur le Morvan, mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Donc ce modèle économique-là, qui est donc sur la qualité, l'innovation, la transformation locale et la plus-value locale, a été maintenu pour la Franche-Comté, et par contre on a remis un jeton dans la machine pour le Morvan en redonnant à la filière à nouveau un blanc-seing pour son modèle de productivité, c'est-à-dire volume et compression des coûts. Alors volume et compression des coûts, quand on va en forêt, on voit tout de suite ce que ça veut dire, hein. Ça a été assez décrit ce matin, donc je ne développe pas. Mais si j'en reviens au programme national forêt-bois, le programme national forêt-bois qui a été écrit à plusieurs mains et qui est rempli d'incohérences que je ne développerai pas là, avait quand même fixé 2 garde-fous. Donc le premier garde-fou que le programme national forêt-bois avait fixé, c'était qu'il y ait une évaluation, parce qu'ils ont ventilé comment dirais-je, des chiffres de la mobilisation attendue, et ils ont demandé par contre qu'en région, cette mobilisation soit localisée, et que du fait qu'elle soit localisée, qu'on puisse évaluer les impacts environnementaux et sociaux, localement. Ça, c'est la première demande du programme national. La deuxième demande du programme national, le deuxième garde-fou, c'était de définir, on en a parlé tout à l'heure, de caractériser la multifonctionnalité. Tout le monde parle de multifonctionnalité, mais la multifonctionnalité, si quelqu'un peut m'en donner la définition, je suis preneuse. Parce qu'on a la gestion durable qui, en gros, je résume, veut dire qu'il faut qu'on gère la forêt de façon à lui garder sa bonne santé et ses capacités de régénération naturelle, et qu'elle réponde dans l'ordre de l'engagement international d'Helsinki, d'abord à la fonction environnementale, ensuite économique et ensuite sociale. En France, on est un peu inversé, et quand on parle de gestion durable, c'est d'abord économique, ensuite environnementale et ensuite sociale. Mais passons sur les détails. Donc le programme national forêt-bois avait donc demandé aux régions de caractériser en fonction des contextes locaux la multifonctionnalité. Et pour caractériser la multifonctionnalité, il fallait quoi? Une échelle d'appréciation, je m'excuse, c'est un peu technique mais c'est important à comprendre, et des critères clés de gestion. Qu'est-ce qui s'est passé? Échelle d'appréciation, ça veut dire concrètement sur quelle surface, sur quel périmètre vous estimez que vous avez une multifonctionnalité. Si par exemple vous prenez l'ensemble du massif du Morvan, votre multifonctionnalité elle est vite faite. Vous avez un parc Adin, un sentier pédagogique, voilà pour le social. Vous avez 1 hectare de vieux bois, voilà pour la biodiversité, et tout le reste vous faites du résineux. On n'est pas loin de la spécialisation. Donc l'échelle d'appréciation est extrêmement importante pour en fait définir si on va ou pas vers la spécialisation. Sachant que 98% des forêts françaises sont quand même considérées comme ayant un objectif prioritaire de production. Alors plus ou moins. Si on va dans les forêts de l'ONF, on a des choses beaucoup plus équilibrées. Si on va dans les forêts d'AXA, c'est déjà beaucoup moins équilibré. Voilà, AXA ou autre. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le contrat forêt-bois, les critères clés de gestion, ils ont juste mis quelques préconisations qui sont un inventaire à l'après-vert, indigeste, donc je ne vous les décris pas là, mais c'est totalement inapplicable sur le terrain. Mais du coup, ils ont pris l'échelle du Morvan en entier? Ils n'ont pas fixé l'échelle, ils ont fixé une échelle appropriée. D'accord. Donc l'échelle appropriée, ça sera en fonction de... Voilà. Et là où la région a perdu la main, c'est que la loi NOTRe lui avait transféré des compétences en matière de définition de la gestion forestière et en matière économique. Parce que là, en fait, on joue quoi? On joue les subventions publiques, on joue nos impôts, on joue notre argent. Hein. Donc savoir à quoi on veut que notre argent soit employé. Et là où la région a perdu la main, c'est qu'au lieu d'imposer un petit peu certains points de vue, etc., tout a été en fait renvoyé aux documents à venir, qui sont des documents qui précisent un petit peu les choses. Alors c'est les directives d'aménagement, les stratégies d'aménagement, le schéma régional de gestion sylvicole, etc. Et ça va être fait à huis clos entre les acteurs économiques, quelques acteurs administratifs, etc. Mais les associations, les citoyens, etc., on n'y est plus. Et la région non plus. Hein. Donc on a vraiment perdu la main. On a vraiment perdu une super bonne occasion. Voilà. Donc on est passé à côté de ça. Et alors très spécifiquement pour le Morvan, pour donc répondre à la question, qu'est-ce que le contrat aurait dû faire? Donc pour le Morvan,
je l'ai dit tout à l'heure, on est reparti sur le modèle économique du productivisme, quoi, volume et compression des coûts. Et en même temps, on a multiplié par 4 la mobilisation attendue sur les résineux par rapport à la demande du programme national. Donc au départ, le programme national, on devait augmenter la production chaque année de 75 000 m3 et on a fini à 300 000 m3, donc multiplié par 4. Ça a tellement râlé qu'on a redescendu, soi-disant pour des raisons écologiques, à 250 000 m3. Mais enfin bon, c'est un truc effarant. On est déjà à quasiment 100% de prélèvement de l'accroissement biologique annuel et on va dépasser les 100%. Bon, je ne développe pas sur le taux de prélèvement parce qu'on pourrait en dire long. Je suppose que non. L'accroissement biologique, il en a pris un coup en plus avec ce qui se passe. Oui, avec les épicéas, etc. Et puis les relocalisations, les nouvelles transformations. Bon, je ne développe pas parce que je sens que je vais me faire taper sur les doigts. Donc du coup, je ne sais plus où j'en étais. Certaines autorités ici. Oui, bah, c'est tenu de manière. 4 fois plus de résineux. Oui, alors on nous a expliqué, voilà, on nous a expliqué ça parce que soi-disant, bah, justement, c'était l'arrivée à échéance économique, mais moi j'ai envie de dire industrielle parce que c'est plus de l'économie que de couper des arbres de 35 cm, voilà. Donc on arrive à l'échéance industrielle des plantations du Fonds forestier national et du coup ça arrive, bah, faut les récolter. Donc ça explique le chiffre. Très bien. Moi je veux bien admettre, je veux bien entendre, sauf que. Alors aussi, j'ouvre une petite parenthèse, on nous explique qu'on ne peut pas prolonger ces peuplements-là, c'est-à-dire les garder plus longtemps, voire les régénérer en régénération naturelle, parce que à l'époque du Fonds forestier national, on voulait faire de la pâte à papier, donc on a des mauvaises souches, on a des peuplements qui ont été conduits pour être récoltés relativement rapidement, en gros pour faire du bois de papeterie, voilà. Donc du coup, ils veulent repartir sur d'autres souches, d'autres, voilà. Donc je veux bien entendre tout ça. Par contre, ce que je ne peux pas entendre, c'est que la région n'a pas imposé de critères de reboisement. C'est-à-dire qu'on va financer un reboisement à l'identique. On aurait pu dire, ok, bon, vous récoltez, on a fait des conneries dans les années 60, 70, jusqu'aux années 80, 90 même. Ok, aujourd'hui on est au 21e siècle, on n'est plus dans les années 60, les enjeux sont plus les mêmes, donc on va reboiser en mélanger avec une part d'indigénat, c'est-à-dire d'essence autochtone. Je dis bien autochtone parce qu'ils arrivent à nous expliquer que le Douglas est une essence locale. Alors c'est une essence produite localement, mais c'est pas une essence locale, non mais parce que tout est sémantique avec ces gens-là. Donc voilà, il faudrait restituer les continuités, on en parlera tout à l'heure dans les trames de forêt anciennes. Voilà. Donc on aurait pu imposer des choses comme ça. Eh bien pas du tout, il y a cerise sur le gâteau, j'arrête là parce que je pense que j'ai consommé mon crédit temps. Cerise sur le gâteau, ils ont même réussi à apporter des subventions publiques à l'amélioration des peuplements. Et l'amélioration des peuplements, même quand ils ont des bonnes potentialités économiques, mais, alors je vous résume 4 paragraphes qui ne correspondent pas à la demande de l'industrie. Donc en gros, on a ici dans le Morvan des feuillus qui se sont régénérés de façon un peu anarchique après l'avènement des énergies fossiles qui ont mis fin au flottage, etc. Ces feuillus-là ne sont pas d'une qualité extraordinaire pour le forestier, on le comprend bien. Mais au lieu d'investir pour aller mettre en gestion ces feuillus-là, avec effectivement un retour sur investissement qui sera peut-être dans 2 ou 3 générations, mais bon, Frédéric nous en dira plus, eh bien on rase tout et on fait du Douglas. Donc voilà ce que la région va financer. Et ça s'appelle amélioration des peuplements. Donc on a des hectares et des hectares qui sont coupés partout, pas que dans le Morvan, dans toute la région, pour l'amélioration des peuplements. Donc, voilà, j'arrête là parce que sinon on va en dire pour 3 heures.